So, ladies and gentlemen, the winners of the 2015 Development Legend Award are Tim and Chris Stamper. Please welcome to the stage Tim Stamper. Tim Stamper est ému. Son frère et lui viennent de recevoir l'Award Development Legend. Well, I really don't know what to say. Des légendes s'en est. Tim et Chris sont les cofondateurs du mythique studio Rare, qui, pendant plus de 30 ans, n'a cessé de s'illustrer dans le monde du jeu vidéo. Leur parcours a éveillé nombre de vocations, et pour cela, en ce 15 juillet 2015 à Brighton, le métier les en remercie. Tout en rime, une forme littéraire qu'il affectionne depuis toujours, Tim, des images plein la tête, résume sa carrière à travers un discours cryptique, mais révélateur. I have a little plan. So I just want to tell you how we sort of started. So when I was younger, my dad said to me, "What will you be?" I must have been 3. I could have been more, I would have been 4. A pirate's life for me. So when I grew up, I remembered our chat. I bought me some boots, a silly black hat, a long floppy coat, a dog and a boat. The golden girl is she. The rain tortured down and shredded the sails, and masts tumbling over were lost in the gales. So I mustered a crew that nothing could frighten, and we sailed the seas from the Indies to Brighton. We battled the pirates and sharks we were hating, and skirted around the ships that were waiting to shoot us with cannon and musket and shot, until they clapped eyes on the weapons we'd got. Came on a warm isle, we dug a huge hole, and into it poured all the treasures untold. On parchment and ink, I drew a great map. The crew kept one half and gave half of it back. But the booty was safe on the half that I'd got. The name of the island and X marks the spot. The time is approaching to show you the wonder of beauties and monsters and treasure and plunder. The places I've been and the worlds that I've seen. A pirate's life for me. Ultimate Plays the Game a disparu. Le studio de développement de jeux vidéo a fait les beaux jours du ZX Spectrum, a enchanté les joueurs, les a immergés dans des aventures fabuleuses, puis s'est littéralement volatilisé au sommet de sa gloire. Il y a de quoi être frustré pour Tim et Chris Stamper. 50 à 60 courriers de fans saturent quotidiennement leur boîte aux lettres, et la presse les harcèle pour obtenir des informations. Les frères restent toutefois sereins, le retour qu'ils préparent s'annonce fracassant, tout autant que lorsqu'ils avaient pénétré le marché des jeux sur micro-ordinateur 5 ans auparavant, en 1983. C'était à cette époque que le culte Ultimate Plays the Game avait débuté. Au son des critiques qui chantaient en chœur les louanges de leur premier jeu, les Stampers jubilaient. Des centaines de milliers d'exemplaires de Jetpack s'étaient écoulés dans toute l'Angleterre. En outre, pas moins de 5 autres de leurs softs parurent la même année et rencontrèrent un accueil tout aussi chaleureux. La quête de la clé dorée dans le château malfamé d'Attic Attack, les road trips de Trans Am à la Mad Max, les nuées d'insectes à vaporiser dans le bien nommé Psst, jeu qui inaugure la façon si particulière qu'a Tim d'insuffler la vie aux objets en les affublant d'yeux, chacune des expériences proposées par Ultimate ont marqué ceux qui s'y sont essayés. En seulement 12 mois d'existence, le studio avait vu son chiffre d'affaires dépasser le million de livres et les journalistes des magazines d'informatique s'étaient interrogés. Comment de parfaits inconnus, a priori débutants, la vingtaine à peine, ont pu si soudainement rafler la mise? C'est à Home Computing Weekly que les frères accordèrent l'exclusivité d'une interview. Ce jour-là, Tim avait décidé de ne pas faire dans la fausse modestie. Nous sommes vraiment excellents pour ce qui est des jeux d'arcade. Nous avons choisi ce nom d'entreprise parce qu'on considérait que c'était à l'image de nos productions. The Ultimate Games. C'est aussi un nom qui reste bien dans la tête des gens. Cette présomption reposait sur de solides achèvements. Après Jetpack, Ultimate popularisait à lui seul la 2D isométrique, avec le second épisode d'une série de jeux mettant en scène leur personnage Sabreman, Nightlore.
Le titre n'était pas le premier à user de cette perspective, mais le soin apporté à son utilisation balayait tout ce qui avait été fait précédemment. Nightlore était voué à rester dans les annales, et, en effet, est toujours considéré aujourd'hui comme une avancée majeure dans l'histoire du jeu vidéo. À ce moment, il engendra logiquement une pelotée de clones. Pour coder de tels joyaux, les Stampers ne se contentaient pas du software interne du ZX Spectrum. C'est en investissant dans un kit de développement avancé qu'ils purent repousser les caractéristiques techniques très limitées du micro-ordinateur. Développer des jeux à partir du Spectrum serait trop basique. Avec notre hardware, on peut simultanément modifier le code et jouer au jeu, ce qui permet de constater immédiatement les répercussions de nos modifications. Nous avons des logiciels très performants et nous sommes en capacité de produire un jeu toutes les 2 semaines. Cela signifie également que l'on peut très rapidement convertir nos jeux vers d'autres machines. En plus d'être créatifs, Chris et Tim Stamper étaient de brillants ingénieurs en informatique. Ils ont pratiquement redesigné le processeur du Spectrum pour obtenir ce qu'ils voulaient, témoigne un confrère dans la revue Commodore User. Cette expertise, ils l'ont acquise au cours des 3 années qui ont précédé la création d'Ultimate, chez Associate Leisure puis Zilek Electronics, travaillant sur la conversion de jeux de bande d'arcade tels que Gyrus ou Blueprint. C'est ainsi qu'avec l'argent récolté, les Stampers avaient fondé HB Computer & Graphics, aka Ultimate Play the Game, avec pour bagage une expérience dont peu pouvaient se targuer. Leur stratégie était simple, conquérir les possesseurs du ZX Spectrum, l'ordinateur best-seller du moment, la voie la plus courte vers le retour sur investissement. Mission accomplie, de 1983 à 1986, Ultimate trusta régulièrement la première place des ventes, et ses jeux furent parmi les mieux notés dans la presse spécialisée. Mais ça, c'était avant leur fameuse évaporation, aussi brusque qu'inexpliquée. Le temps est venu pour Tim et Chris de s'expliquer publiquement. Pour donner des nouvelles à leurs adulateurs, mais pas seulement. Ils ont une idée derrière la tête. C'est The Games Machine, un mensuel dédié aux jeux vidéo, qu'ils invitent à leur rendre visite. Devant l'opportunité exceptionnelle qui lui est donnée, la rédaction de The Games Machine se réjouit. Cette interview fera la une de la couverture, à n'en pas douter. Monsieur Stamper est en réunion, il vous rappellera, était la réponse type concédée à tous ceux qui tentaient de leur téléphoner. Un mutisme qui a participé à créer une aura mystique autour d'Ultimate. Enfin, les journalistes allaient pouvoir rencontrer le plus secret des studios anglais de jeux vidéo, qui, entre-temps, s'est vu rebaptisé Rare. En route pour le siège de Rare, au cœur des Midlands, sous une météo venteuse et lugubre, les étendues verdoyantes typiquement anglaises s'offrent aux yeux des 2 journalistes, décontenancés. D'ordinaire, les acteurs de l'industrie du jeu vidéo sont implantés en milieu urbain. Il n'en est rien ici à Twycross, un petit village perdu que seul son zoo honore à Chaland, zoo qui d'ici quelques années servira à Rare pour étudier la gestuelle des gorilles. Arrivés à l'adresse spécifiée, les journalistes passent devant l'église de Twycross, qui n'est pas sans rappeler celle du manoir du monstre malsain de Banjo-Kazooie, et des granges d'une vétusté qui ne laisse en rien présager la présence de trésors technologiques. La rue contournée, le portail franchi, la petite forêt arpentée, un manoir ferme se révèle. Cette superbe bâtisse style Queen Anne, plutôt délabrée mais en voie de restauration, donne sur un parking bondé de Ferrari et autres Lamborghini customisés. L'indice d'une réussite commerciale, consommée qui plus est. Chris Stamper décrit aux 2 journalistes l'importance de cet environnement. Je préfère être ici sans pression. L'ambiance de travail est excellente. C'est un cadre rural très sympa au milieu des poules. Nous aimerions continuer comme ça, car ici on peut se ressourcer. C'est bon pour créer, plutôt que d'être cloîtré en banlieue ou en centre-ville. C'est dans ce cadre reposant que l'entrevue démarre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, The Games Machine veut savoir ne jamais donner suite aux appels, ne jamais communiquer ni même faire de publicité. Était-ce là une démarche consciente afin d'ajouter du mystère à la marque Ultimate? La réponse est nette et précise. Non, ça s'est fait comme ça.
On était tellement débordés, avec seulement 3 ou 4 programmeurs devant produire plusieurs titres chaque année et s'assurer qu'ils soient bons. Je crois que lorsque nous travaillions à plein temps pour Ultimate, nous n'avons eu que 2 matins de repos à Noël. C'était dur à ce point. Nos horaires, auxquels nous nous tenons toujours aujourd'hui, s'étendaient de 8 à 1 ou 2 heures du matin, 7 jours sur 7. Mais les récompenses sont là. Je ne pense pas qu'il soit bien d'avoir des employés qui travaillent de 9h à 17h. Il est nécessaire de réellement s'impliquer. Ceci étant dit, le récit des frères Stamper peut commencer. S'ils ont délaissé le ZX Spectrum, c'est pour de bonnes raisons. Tout oui, les journalistes prennent subitement conscience d'être face à de véritables visionnaires. Tandis que Nightlore s'imposait comme référence en 1984, une nouvelle machine fut livrée chez Ultimate. Nouvelle entre guillemets, car celle-ci était déjà disponible depuis juillet 83 au Japon. Il s'agissait de la Famicom, ultérieurement exportée sous le nom de NES pour Nintendo Entertainment System. Tim et Chris découvrirent une console au potentiel exceptionnel, infiniment supérieure au ZX Spectrum, et ce, avant tout le monde. La NES ne sera distribuée dans les magasins britanniques que 4 années plus tard, et même les supposés spécialistes de The Games Machine n'en eurent vent qu'en 1986. Triomphant au Japon puis aux États-Unis, Nintendo était déjà courtisé de part et d'autre et se montrait naturellement très exigeant envers ses potentiels partenaires. Impossible pour Ultimate, inconnu à l'étranger, d'obtenir l'autorisation de produire des jeux sur leur plateforme. C'est alors que les deux Anglais, sans la moindre information, notice ou mode d'emploi, il n'en existait pas à l'époque, se lancèrent dans de la rétro-ingénierie, comprendre, décortiquer par eux-mêmes la Famicom et déceler ses secrets de fonctionnement. La formation d'ingénieur en informatique des Stampers se révéla plus qu'utile. 8 mois de dur labeur plus tard germa un prototype devant lequel la filiale américaine de Nintendo applaudit. En guise de test fut commandé un jeu de ski, Slalom, destiné aux bornes d'arcade, et, succès à l'appui, fut converti en cartouche NES. Ce tour de force marqua le début d'une collaboration fructueuse et privilégiée. C'était une manière de se présenter. Avant qu'ils nous donnent les droits pour publier des jeux sur leur console, nous devions montrer à Nintendo que nous étions capables. La majorité des firmes comme Konami, Taito, signent un contrat avec Nintendo pour développer des jeux pour eux, mais ils ne peuvent en sortir qu'un nombre limité par année. Nous ne sommes pas limités. C'est pourquoi nous nous apprêtons à tirer avantage de cette situation. Nous sommes les seuls à pouvoir produire un nombre infini de jeux sur cette plateforme. Voilà pourquoi Ultimate Play the Game avait été vendu, et voilà pourquoi les frères Stamper agissaient dans la plus grande des discrétions. Le gros coup qu'ils préparaient ne devait s'ébruiter en aucun cas, sous peine de perdre une précieuse avance sur leurs concurrents, estimée à 2 ans selon Chris. Mais l'heure n'est plus aux cachotteries, Tim a accepté cette interview pour un motif précis. Je pense que désormais nous pouvons tirer avantage de tout ça et nous voudrions que le plus de personnes possible viennent chez Rare pour voir ce que nous avons à offrir. Vous, The Games Machine, êtes ici pour lancer notre programme de recrutement. C'est ça. Nous cherchons à recruter le plus de bons programmeurs possible et des équipes de freelance. Nous avons tout juste fini de designer notre propre kit de développement et, avec l'équipe qui convient, nous pouvons leur fournir tout le matériel nécessaire et leur donner l'occasion de coder pour le marché de l'arcade. Le message est passé, suite à l'interview, ils seront une quarantaine à signer chez Rare. La ruée vers l'or s'amorce. Les affaires tournent à plein régime. 16 jeux et portages en 1989, 17 en 1990, avec plus d'une sortie par mois, Rare profite sans réserve du favoritisme de Nintendo. C'est une aubaine incroyable que de pouvoir produire autant de titres que souhaité sur une console vendue à plus de 15 millions d'unités, là où le ZX Spectrum n'était en comparaison présent que dans 250 000 foyers britanniques. Néanmoins, ces titres sont bons, parfois très bons, mais jamais inoubliables. Le catalogue de Rare est désormais principalement constitué de jeux à licence, de commandes, et les honorés finissent par frustrer Tim, Chris et leurs équipes, la faute à des délais extrêmement courts et des contraintes créatives étouffantes. Faire de l'argent, c'est très important,
Ayant fait leurs premières armes dans le milieu de l'arcade, les Stampers ont toujours eu un rapport pragmatique aux jeux vidéo et la nécessité qu'ils rapportent, mais cela ne les empêche pas de changer leur fusil d'épaule, de progressivement ralentir leur rythme de parution et recommencer à plancher sur des œuvres ambitieuses. Se met alors en place un processus qui deviendra typique chez Rare, définir ce qui marche, s'accaparer la formule, l'enrichir, puis injecter leur fameux sarcasme british. Et à l'aube des années 90, la mode est au reptile prépubère shinobi génétiquement modifié. Tim est épaté devant les chevaliers d'écailles et de vinyle, il veut faire sien ces guerriers fantastiques. Le large panel de produits dérivés du Batman de Tim Burton est aussi une source d'inspiration. Son jeu doit être de la même façon vecteur de merchandising. Rare opte pour des crapauds humanoïdes, Rash, Ziz et Pimple, qui auront droit à leurs t-shirts, déguisements, figurines et dessins animés. Ces considérations mercantiles, combinées au talent des codeurs anglo-saxons, donnent naissance à la franchise Battletoads. Battletoads, la version sortie sur NES, la première, est excellente, bourrée d'humour et un exemple de diversité. Seuls ou à deux, les batraciens commencent par castagner des porcs en plein canyon, descendent en rappel un nid infesté de corbeaux, traversent un tunnel à haute vitesse en motojet, chevauchent des serpents géants, surfent, nagent et gravissent une tour sans fin. D'un niveau à l'autre, les phases de gameplay changent et ne se ressemblent pas, alternant plateforme, beat'em all, shoot'em up, courses et autres lancers de boules de neige. Seul problème, le chef de projet est un joueur hors pair et a réglé la difficulté à la mesure de ses aptitudes. Le résultat n'est ni plus ni moins que l'un des softs les plus corsés au monde. La version arcade de Battletoads est la plus aboutie. Le système, confectionné par les soins de Chris, est autrement plus puissant que celui des consoles 16 bits et a permis aux programmeurs de se lâcher et d'expérimenter les dernières technologies en vogue, dont la 3D. Comme à leur début, les Stampers tentent sans relâche d'être précurseurs, ce coup-ci en investissant des sommes faramineuses dans des stations de travail de chez Silicon Graphics et la suite Power Animator, logiciel de modélisation qui commence à se généraliser dans les studios de cinéma. Le vaisseau spatial et les boules d'acier de Battletoads Arcade sont les premiers vestiges, certes timides, de ces avancées. Elles préfigurent le virage gagnant que le studio est sur le point d'emprunter, celui qui le fera définitivement entrer dans la cour des grands. En partance pour Kyoto, Tim Stamper doit se rendre au siège de Nintendo. Une mission importante l'attend. Quelques mois en arrière, les représentants du géant japonais avaient visité Twycross pour constater les progrès de sa société. Et quels progrès! Ces systèmes informatiques gigantesques et un échantillon de jeux de combat en 3D suffirent à les convaincre de faire commande d'un jeu visant à surclasser Aladdin, le prochain best-seller prévu sur la console de leur ennemi juré, la Sega Mega Drive. En effet, les graphismes et animations de cette grosse production étaient saisissants à bien des égards. Pour les aider à relever le défi, Nintendo leur fit un grand honneur. La possibilité pour eux d'exploiter l'un des personnages de leur prestigieuse écurie. Si Tim fait le voyage jusqu'au Japon, c'est pour montrer ce que lui et ses équipes ont à proposer. Dans la grande salle de conférence, Tim se retrouve face à Gunpei Yokoi, l'inventeur de la Game Boy, mais c'est surtout Shigeru Miyamoto, présent lui aussi, qu'il va devoir convaincre, car le protagoniste que Rare a choisi est une de ses créations. La démo se lance. Donkey Kong est à présent le fruit d'une collaboration anglo-nippone. Miyamoto a chapeauté la transformation, envoyé ci et là des fax de suggestions, la cravate rouge est son idée. Rare a modernisé son aspect et réutilisé le regard des Battletoads. Mais ce qui frappe l'audience, ce sont les graphismes. Une telle qualité est en principe incompatible avec les limitations de la Super NES.
Les équipes de Rare ont fait preuve d'ingéniosité en pré-rendant des modèles 3D en sprite 2D, leur permettant ainsi de préserver un épatant effet de perspective. Le village perché présage des sylves infinis, de superbes stalagmites se révèlent fugitivement à la lampe du perroquet, le coucher de soleil, les tempêtes de neige et la sélénite étincelante achèvent un tableau riche en ornements. Gunpei Yokoi, plus attaché au gameplay qu'au graphisme, s'inquiète du manque de précision qui pourrait résulter de ce type de 3D. Miyamoto, de son côté, est emballé et s'impliquera à compter de ce jour quasi quotidiennement par courrier électronique dans le développement du jeu. 1 an et demi de peaufinage plus tard, c'est le reste du monde qui peut s'adonner à Donkey Kong Country. How did this project get started? Visited my friends at Rare. Rare's been working with Nintendo for a number of years, and Tim Stamper, the head creative person there, was telling me about an idea he had to make a game out of fully rendered characters. Tim, I was just curious as to how you made them look so real. Because we're based in Twycross, we have a zoo about 2 miles away. Ah, you went to the zoo. The zoo, yeah, and had a good look at the gorillas and the monkeys, and with video cameras, it was pretty funny. Hey, big fella. Hey, there's Diddy. Du côté de Twycross, l'argent coule à flot. Près de 10 millions de joueurs se sont fournis Donkey Kong Country, qui se place en 3e position des plus grosses performances commerciales de la Super NES. Aux côtés de Shigeru Miyamoto, Tim Stamper pose pour Electronic Games, fier. Il peut l'être. En pleine effervescence, les troupes de Rare se réorganisent et les projets se multiplient. Un climat de compétition s'instaure entre les équipes, sous l'influence de Tim et Chris, les incitant à se surpasser les uns les autres. L'entrepôt sud abrite 2 d'entre elles. La première est fondamentale, composée de 18 personnes, est en charge des suites de Donkey Kong Country et ses dérivés. La seconde, de 10 personnes, s'occupe de la nouvelle franchise Killer Instinct, un fighting game typé Mortal Kombat. L'annexe Nord est pour sa part dédiée à tout ce qui touche l'Ultra 64, nom de code de la prochaine console Nintendo à venir, et présente la particularité de n'employer en majorité que des jeunes diplômés, n'ayant jamais ébauché le moindre jeu vidéo. Ces derniers, sans crier gare, édifieront bientôt un monument. Donkey Kong Country 2 à peine terminé, et il éclipse en tout point son aîné, qu'une 3e mouture est mise sur le feu. Tim Stamper, quant à lui, en a fini avec le singe à cravate et entraîne ses lieutenants les plus accomplis vers le prochain grand dessin de Rare, le plus ambitieux de tous, un condensé de l'ensemble des fantasmes des développeurs britanniques. Aucune usurpation donc, à le surnommer le projet Dream. Après la plateforme et le jeu de combat, Rare continue de décliner sa 3D pré-rendue sur divers registres, cette fois-ci un RPG. Dream, inspiré en partie des point and click de LucasArts, met en scène un héros aux cheveux de feu, Edison, qui, accompagné de son fidèle chien Dinger, devra affronter des trolls armés jusqu'aux dents et des dinosaures. L'univers du jeu, ses forêts, ses ruines et ses marais doivent ébahir le joueur. En somme, le projet Dream compte réitérer l'exploit de Donkey Kong Country. C'est ce qui serait peut-être arrivé s'il avait été développé 2-3 ans plus tôt. La Super NES est vieillissante, les Stampers se rendent à l'évidence. L'Ultra 64, devenu Nintendo 64, s'apprête bientôt à monopoliser l'attention. Il est indispensable d'y transférer leur jeu. Ce qui devait être le summum du possible sur 16 bits laisse alors place à un austère brouillon. Dream est trop audacieux, trop profond, pour être correctement retranscrit sur un hardware encore indompté. Inévitablement, Rare revoit ses prétentions à la baisse, remplace Edison par un ours, et rebrousse chemin vers un terrain plus familier, le platformer linéaire. Faute d'être le chef-d'œuvre annoncé, le projet Dream s'annonce honnête, faute de mieux. Du moins, les développeurs pensaient s'en contenter, jusqu'à ce qu'un personnage haut en couleur vienne tout chambouler. Mario bondit comme le plus habile des acrobates, nage à la barbe des anguilles abyssales et s'envole gracieusement dans les cieux, là où est sa place. Le plombier moustachu fait tout mieux que tout le monde.
Comparé à cette révolution future, la production des Stampers semble bien datée. Le projet Dream tourne au cauchemar. Du côté des autres équipes, ce n'est pas mieux. Killer Instinct, sur le point lui aussi d'être converti sur Nintendo 64, fait pâle figure face aux standards du genre. Blast Corps, jeu de démolition, relève un peu le niveau, mais n'est pas de nature à déchaîner les foules. En fait, tout à coup, c'est tous les jeux en préparation de la firme britannique qui prennent un coup de vieux. Presque tous. Dans les bureaux de l'annexe Nord, à proximité des développeurs de Blast Corps, 3 personnes au début, puis 10 à la fin, ont façonné pixel par pixel GoldenEye, l'adaptation du dernier James Bond. Le dernier, c'est vite dit, à force de délais sans cesse repoussés, la mise en vente du jeu concorde avec la sortie de l'opus suivant, Demain ne meurt jamais, ne s'inscrivant ainsi plus dans la promotion du film originel. Le planning prévoyait une conception sur 12 mois, il en a fallu 32. Au terme de ce parcours du combattant, Tim Stamper interpelle le lead designer. « Combien noterais-tu ton jeu ?» 7 sur 10, répond-il. Une autocritique qui reflète l'opinion générale de l'équipe concernée. Le nez dans le guidon, le recul éteint, la moue insatisfaite face au graphisme inférieur à ceux espérés, les créateurs de GoldenEye ne se rendent pas compte de l'exploit qu'ils viennent d'accomplir. Les joueurs, eux, ne s'y tromperont pas. Ils seront 8 millions à endosser le smoking. GoldenEye a bien changé. Il est loin le temps où l'intention de départ se résumait à copier Virtua Cop, prudemment bien sûr, pour que cela ne pose aucun problème juridique. Finalement, un déplacement libre a été intégré, même si des zones telles que le silo, le train ou Saint-Pétersbourg portent toujours les stigmates du rail shooter, ainsi que de nombreux autres éléments pour coller au film, comme la furtivité ou l'obligation de remplir des objectifs. Idée reprise de Super Mario 64. Chose étonnante, le multijoueur local, un des attributs majeurs responsables du succès colossal du soft, n'était pas prévu et a été incorporé à la dernière minute sur le caprice d'un des designers. Ces designers, cette bande à part laissée en autonomie par Tim, a stupéfait tout le monde. Ce n'est pas dans les habitudes des Stampers d'organiser des meetings à répétition. Leur philosophie consiste plutôt à enrôler des jeunes pousses imaginatives, travailleuses, talentueuses, à solides compétences techniques, et voir ce qu'il en sort. L'équipe de GoldenEye est tout ça. Préserver des préjugés qui assaillent les expérimentés, elle a bouleversé à jamais le genre first-person shooter sans même en avoir conscience. Ce triomphe surprise inaugure par là même l'âge d'or de Rare. Le studio anglais reprend pied et se remémore ses arcanes d'antan. Définir ce qui marche, s'accaparer la formule, l'enrichir, puis injecter leur fameux sarcasme british. Déjà, la troupe Killer Instinct reprend la recette de Mario Kart dans Diddy Kong Racing en l'agrémentant d'un mode histoire et de véhicules aériens et nautiques. Pour remplacer le projet Dream, tombé aux oubliettes, c'est un autre jeu de Nintendo qui va servir de modèle. Du projet Dream ne subsiste que l'ours, le Captain Black Eye et les trolls recyclés en ectoplasme. Pour le reste, Banjo-Kazooie emprunte entièrement sa structure à Super Mario 64. Un château contenant des mondes remplis de quêtes, des quêtes récompensées par des artefacts qui ouvrent l'accès au boss final qui doit être vaincu pour sauver la demoiselle en détresse. Mais à défaut d'inventer quoi que ce soit, les Britanniques, grâce à leur forte personnalité, parviennent encore une fois à s'illustrer en s'affranchissant suffisamment de leurs influences. L'aventure proposée est longue, passionnante, ponctuée par des dialogues satiriques reflétant à merveille l'humour anglais. L'apprentissage progressif des mouvements étoffe considérablement l'expérience de jeu et les environnements foisonnants offrent une grande variété de situations. Banjo-Kazooie est acclamé à sa sortie et conforte les Stampers. Ils sont sur le bon chemin.
Avec une telle qualité de réalisation, Rare prouve qu'il maîtrise à présent le hardware de la Nintendo 64. Ne reste désormais plus qu'à sublimer les bases qu'ont instauré leur nouvelle licence. Perfect Dark sera le digne héritier de GoldenEye. Donkey Kong 64, Banjo-Tooie et Conker's Bad Fur Day approfondiront chacun à leur manière les mécaniques de Banjo-Kazooie. C'est une période faste, d'un joyau surgit un autre joyau sans que jamais l'effervescence ne fléchisse, chaque soft est couronné de succès et offre la sensation aux Britanniques qu'ils sont les rois du monde. Le règne de Rare prend pourtant fin ici. For the last 2 years, this project has just been haunted with rumors. There's been rumors and speculation. Microsoft buying Sega, Microsoft buying Vivendi, Square, you name the company, we've been accused of buying them. The latest rumor is Rare, that Microsoft's buying Rare. I just wanted to come up before Sandy finishes and say in front of all of you, well, it's true. Tim n'a jamais compris que Nintendo ne consente pas à acheter Rare en totalité. Je trouvais qu'on était en adéquation, avouera-t-il plus tard. Depuis qu'elle s'était alliée aux Stampers, Nintendo avait progressivement grignoté des parts du studio jusqu'à en posséder la moitié. Mais plus les années passaient, plus il devenait clair, après avoir repoussé l'échéance à plusieurs reprises, qu'elle n'irait pas plus loin. Or, plus que jamais, Rare a besoin d'une sécurité financière pour pallier l'explosion des coûts de production. Et quel meilleur candidat pour cela que la multinationale américaine. Avec sa ferme intention de s'entourer des meilleurs et de fournir la Xbox d'exclusivité de choix, Microsoft n'hésite pas à mettre la main au coffre-fort. 375 millions de dollars sont investis pour l'acquisition complète de Rare. Un record. La preuve, s'il en fallait une, de la valeur attribuée au talent de Tim, Chris et ses escouades. Et, justement, pour marquer le coup, Tim et Chris ont accepté d'apparaître en interview vidéo pour la première fois. Well, the two IPs that go back to Nintendo are Donkey Kong and Star Fox, and the rest of the IP, the IP that Rare developed, that actually comes back to Rare. So over 15 years, we've developed some wonderfully close relationships with people at Nintendo, especially with the people at EAD. And it's not as all we've seen in the press about there must be some rift between Nintendo and Rare, and that's certainly not the case. Yes, a few sort of tinges of sadness in terms of the people we leave behind, but obviously we're very excited about all of the new people that we're meeting at Microsoft and their kind of vision for the future, and that really does excite us. Le futur s'annonce prometteur au vu des circonstances exceptionnelles qui accompagnent cet événement. C'est cependant bien une descente aux enfers qui vient de s'engager. À compter d'aujourd'hui, plus jamais Rare ne s'illustrera. La malédiction Microsoft Rare prend effet dès le départ. Grabbed by the Ghoulies, petite production sympathique mais sans prétention, ne trouve preneuse que chez 100 000 possesseurs de Xbox, le pire score de Rare jamais enregistré et de loin. Dans le même temps, presque 2 millions d'exemplaires de Star Fox Adventures, leur dernier jeu Nintendo, se vendent sur la GameCube. Chris Stampers s'y attendait, sans doute pas à ce point, mais soutient ne pas se tourmenter des possibles revers. No, we've never been concerned about that. We just want to make great games. Les 10 grands jeux pointent le bout de leur nez à partir de 2005, 2 ans plus tard. C'est ici que Rare aurait dû mettre tout le monde d'accord. Le planning des sorties avait tout pour plaire, alliant nouvelles licences telles que Cameo et Viva Pinata, et les suites tant attendues de leurs classiques, Perfect Dark Zero et Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Pas un jeu ne créera l'engouement. Des bonnes choses seront notées, par exemple le mode multijoueur de Perfect Dark et les passionnantes phases de construction de véhicules dans Banjo-Kazooie. Il n'en reste pas moins qu'aucun des titres n'ont en eux l'étoffe des réussites passées, celles qui, il n'y a pas si longtemps, rivalisaient avec les plus grands.
Que se passe-t-il dans les couloirs de Rare pour qu'une telle excellence se détériore de la sorte? La question n'a pas le temps de se poser qu'un nouveau coup dur s'abat sur les développeurs britanniques. Après 5 années chez Microsoft, en 2007, les frères Stamper démissionnent. Au cours de leurs rares interventions, les mots de Tim et Chris sont vagues, les expressions consensuelles, à l'image du communiqué officiel commentant leur départ. Les Stampers s'en vont poursuivre d'autres opportunités. À l'interrogation « Aurait-il abandonné le navire si l'âge d'or de Rare s'était perpétré ?», les Stampers n'y répondent évidemment pas. Mais si ces derniers ont choisi pour ligne de conduite le silence absolu, leurs ex-employés, eux, sont bien moins secrets. Le mariage Microsoft-Rare a mal commencé dès le départ. Le mari était riche, l'épouse était magnifique, mais il ne souhaitait pas faire les mêmes jeux et pas de la même manière. Les prémices de la mutation de Rare remontent à 1999. Cette année-là, la vieille ferme de Twycross fut abandonnée pour des locaux tout neufs non loin de là, signe que le studio devait s'agrandir pour pouvoir contenir des équipes toujours plus grandes. En dépit de ce déménagement, l'ambiance était toujours au beau fixe. Le sentiment général à cette époque était que, en tant qu'entreprise, nous étions invincibles et que tout était possible. C'était incroyable d'être entouré par autant de talents, tous entièrement appliqués à créer les meilleurs jeux possibles. Je ne l'avais pas réalisé alors, mais je pense que ce qu'il y avait de plus unique, c'était la sensation de liberté et de responsabilité que les Stampers nous avaient donnée. Ils nous faisaient confiance pour mener à bien nos tâches. Par conséquent, tu voulais toujours faire de ton mieux pour eux. C'est alors que Microsoft est intervenu. Toutefois, à l'inverse de ce que certains auraient pu craindre, les bataillons de Bill Gates n'ont pas débarqué dans l'idée de mettre sans dessus-dessous les locaux britanniques. Au contraire, les Stampers connaissaient une ère de gloire, il ne fallait surtout rien changer, préserver la culture de leur entreprise et leur manière de travailler, les laisser continuer à fabriquer des hits en puissance. Ce n'est que quelques miettes qui, devenus gravier puis cailloux, ont parasité petit à petit les rouages de la mécanique Rare. Au début, les changements étaient imperceptibles, mais se sont incroyablement accélérés au fil du temps. En ce qui me concerne, l'atmosphère est devenue bien plus étouffante et stressante. On avait la sensation de ne plus avoir le contrôle, et que l'on ne nous faisait pas vraiment confiance. Graduellement se sont glissés les process de Microsoft dans notre façon de faire. Bien plus de réunions, des entretiens d'évaluation, et une hiérarchie bien plus regardante envers votre poste dans l'entreprise. Bien qu'en soi, ces mesures n'étaient pas forcément bonnes ou mauvaises, elles ont commencé à éroder la culture de Rare et sa façon de procéder. Beaucoup de mes confrères de l'époque ont eu du mal à accepter ces changements. Microsoft n'est qu'une facette de la déchéance de Rare. Début des années 2000, le marché n'est plus le même. Le nouveau millénaire voit beaucoup de compagnies se contraindre à grandir pour rester dans la course. La technologie s'est amplement complexifiée, la main-d'œuvre nécessaire à l'élaboration de graphismes à la hauteur des standards n'a cessé d'augmenter. Les rôles de producteurs, de managers ont dû être assignés car ils sont indispensables à la bonne organisation d'une grande société. Rare a économiquement tenu bon, mais son âme n'a pas survécu. Un cercle vicieux qui a vu de nombreux talents se retirer, en plus des 3/4 de la team GoldenEye, qui, jeunes et désireuses de créer leur propre boîte, sont partis fonder Free Radical Design après avoir posé les bases de Perfect Dark. Les Stampers s'étaient obstinés, semble-t-il, à conserver dans les équipes un esprit intimiste, mais à quel prix ? L'équipe en charge de Cameo, en sous-effectif, n'a pas pu soigner sa création comme elle l'aurait souhaité. Le genre d'échec qui, mécaniquement, a renforcé la nécessité d'une intervention extérieure. Microsoft était en fait complètement novice dans l'industrie des jeux vidéo et pendant un temps ils nous ont laissé tranquilles pour voir ce qu'il en résultait. Ils voulaient des hits pour leur console et vu qu'ils ne savaient pas trop comment s'y prendre, ils ont fait confiance à Rare. Le problème c'était que Rare était très loin d'avoir une organisation structurée comme Microsoft et que ces jeux n'avaient jamais été créés de manière totalement isolée, mais en partenariat créatif avec Nintendo. Microsoft n'est pas Nintendo. Nintendo est un des doyens du jeu vidéo et a appris à bonifier ses partenaires. Ce soutien, crucial, les Stampers imaginaient qu'ils le retrouveraient auprès d'un géant comme Microsoft. C'était une erreur. Elle a mis un point final au sabordage savamment orchestré par le raffut des temps qui changent.
Nul ne sait si, un jour, Tim et Chris réapparaîtront vraiment dans l'industrie. Sans s'étaler comme à leur habitude, les frères assurent travailler comme ils n'ont jamais travaillé auparavant. Qu'ils souhaitent revenir ou non, le dernier projet de Rare ne peut que leur toucher droit au cœur. En particulier Tim. Certes, Rare n'est plus Rare, mais ce n'est pas pour autant une coquille vide. Il y a là des vétérans qui veillent au grain et ont permis au studio de survivre au tumulte des sombres années. La tempête derrière eux, ils redoublent en ce moment même d'efforts pour raviver la flamme. Après le succès commercial des Kinect Sport, des jeux réussis mais dénués de magie et un retour aux sources avec la compilation Rare Replay, Rare s'engage de nouveau sur le chemin de l'innovation avec le MMORPG Sea of Thieves. Tim ne s'en est pas caché à la remise de l'Award Development Legend. Tout ce qui touche à la navigation et aux aventuriers des mers l'exalte. Cette passion, il la partage avec l'actuel patron de Rare depuis l'origine du studio. Ces deux-là ne pouvaient résister à l'envie d'ajouter une petite touche de flibusterie à leur création, que ce soit les navires de Donkey Kong Country, le squelette de Killer Instinct, la baie du trésor de Banjo-Kazooie ou les zombies de Great Baz the Ghoulies. Cela en ayant toujours en tête l'envie un jour de consacrer un jeu entier à cet univers. Plus qu'une consécration, Sea of Thieves, qu'il redore le blason de Rare ou non, est l'ultime symbole de l'existence qu'ont choisi d'embrasser Tim et Chris Stamper autrefois, une vie de pirate. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, c'est ma principale source de revenus, c'est ce qui me permet de continuer mon activité sur YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!